J'ai attendu Gladiator 2, j'ai été voir Gladiator 2 et je me suis posé la question. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est une escroquerie pure et simple? J'ai médité le bail et tu verras au fil de cette review, analyse, retour subjectif que c'est pas aussi binaire que ça. Fais gaffe, ça va spoiler fort. Bon, on va taper dans le dur direct. Le principal reproche qu'on puisse faire à G2, c'est que c'est une flagrante redite du premier. Le film dure 2h30 et il y a beaucoup de références à G1. Ça va de la bande originale qui te rappelle les plus beaux moments aux extraits de Maximus en passant par des clins d'œil plus ou moins subtils. Comme quand Lucius ramasse une poignée de sable par exemple, qui est un peu le geste signature de Maximus. C'est une scène que je trouve vraiment cool parce que c'est à ce moment de l'histoire où Lucius affiche clairement qui il est. Je trouve ça beaucoup plus symbolique que s'il avait hurlé à la foule « Ouais, je suis Lucius Verus Aurelius et vous me devez le respect, bande de bâtards ». Mais au-delà des références, c'est toute la structure de G1 qui est reprise. Un homme libre, qui perd sa femme et qui devient esclave. Après, le reste, tu connais, hein. L'esclave devient gladiateur et le gladiateur défie un empire. Copier, coller. Et à partir de là, t'as deux écoles. Soit tu te dis que tonton Scott ne s'est pas foulé. Il a créé des mois durant toute une hype autour de la suite de G1 pour, au final, nous servir les épinards bien sécos qui traînaient sur une étagère du frigo et dont on connaît déjà le goût. Soit, comme moi, tu prends G2 pour ce que je crois qu'il est au moins en partie. Un film fanservice qui vient régaler une deuxième fois les papilles des fanboys. Est-ce que G1 avait réellement besoin d'une suite? Pas vraiment. Il se suffisait très bien à lui tout seul. Il laissait entrevoir que le rêve de Marc Aurèle, une Rome juste et démocratique, était sur de bons rails grâce à la mort symbolique de Maximus. Ne rien raconter de plus, c'est laisser l'opportunité au spectateur de se faire son propre film. Bah ouais, l'imagination participe aussi au mythe d'une histoire. Mais en même temps, c'est comme si tu me demandais si je voulais une suite à Man of Steel. Moi, je suis fan de Superman depuis que je sais dire Superman. Alors ouais, envoie frère. Je veux revoir Henry Cavill voler dans l'espace et effrayer des zèbres et des girafes. Et ça compte pas. Ce que je veux te dire, c'est que pour les moins difficiles d'entre nous, juste le fait d'avoir un G2 appelle une belle nostalgie. Et parfois, un bon film, ce n'est pas nécessairement une structure léchée ou de la nouveauté. Parfois, c'est donner à un fanboy exactement ce qu'il attend. Maintenant qu'on a dit ça, on va quand même rester factuel. Parce qu'il y a à boire et à manger dans ce film. Il y a la redite au service de l'histoire, et il y a ce qu'il est moins. Entrons sans plus attendre sur le territoire du spoil. Je le dis dans la vidéo précédente, mais G1, ce n'est pas que « t'as tué ma famille, alors je te tue ». Boring! So année 2000. G1, c'est de la vengeance froide combinée à un énorme sens du devoir. Maximus veut tuer Commode, mais il doit aussi sauver Rome. Et ces deux missions se recoupent lors du final du film. Volonté et devoir. Dans G2, tu as ces deux ingrédients, sauf que ça se passe en deux temps. Au départ, il n'y a que la vengeance qui compte aux yeux de Lucius. Il le verbalise très clairement, très tôt dans le film, et ce n'est pas dilué avec d'autres motivations. Il n'y a qu'un homme qui souhaite tuer l'homme qui a tué sa femme. Ça va péter! Du coup, ça donne une histoire beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus brutale. Ça ne carbure qu'à la rage que Lucius ressent. Mais ce n'est pas de la violence pour de la violence. Ça sert le propos du film. Ça t'explique ce qui se passe quand la raison d'être d'un personnage principal ne tient qu'à un seul objectif. Ça crée un remous dans le flux de l'histoire qui influence tous les autres personnages. C'est toute la nature du film qui se calque sur la rage et la violence de Lucius. Ça tranche avec le côté légèrement plus sage du précédent volet. Attention, hein, je suis pas en train de dire que G1 est une balade en forêt. Je dis juste que les morts dans G1 me paraissent beaucoup moins marquantes que dans G2. Depuis tout à l'heure, je parle de ce qu'il y a de plus ressemblant entre G1 et G2, mais il y a quand même une différence de taille, et tu verras que ça pèse lourd dans la balance. Le qui incarne quoi? Tout ce qu'incarne Maximus dans le premier volet, la vengeance d'une part et son devoir de l'autre, a été séparé en deux personnages distincts dans G2. D'un côté, tu as Accassius, campé par l'excellent Pedro Pascal. C'est ce général de l'armée romaine, usé par la conquête, qui veut seulement rentrer chez lui et revoir sa femme. Si t'as déjà vu G1, ça doit te rappeler quelques souvenirs. Lui, la conquête, il en peut plus, et la guerre, il en veut plus. Rome mérite bien plus que d'envoyer ses soldats mourir pour la vanité de deux empereurs irresponsables. Jusqu'ici, on a le personnage à contre-courant d'un régime qu'il sert et qui incarne aussi la partie sens du devoir de Maximus. De l'autre côté, tu as Lucius, le personnage principal à qui on a pris femme et foyer. Lui, il incarne l'autre dimension de Maximus, la volonté de se venger. Maintenant, quelle est la plus-value de ce tour de passe-passe? Parce que c'est pas suffisant de dire que G2 plagie la structure et les thématiques de G1. Il faut aller plus loin que ça. Qu'est-ce que ça raconte de plus, de mieux ou de différent que G1? Dans une histoire, quand tu choisis de distribuer les failles et les objectifs structurant à plusieurs personnages plutôt qu'à un seul, tu donnes du relief aux enjeux de ton intrigue. Si en plus, les failles et les objectifs d'un personnage font écho avec ceux d'un autre personnage de l'histoire, bah tu complexifies leur relation. Parce qu'Accassius est celui qui tue sa femme, il est donc l'ennemi à abattre aux yeux de Lucius, exactement comme la relation Commode-Maximus. Mais à côté de ça, Lucius représente le nouvel espoir de Rome aux yeux d'Accassius. Il doit donc le sauver des deux empereurs à tout prix. Est-ce que tu vois
un peu le bordel que c'est? C'est pas brillant ça? Ce qui est vraiment dommage, c'est que ça aurait pu, voire ça aurait dû être le point culminant de l'intrigue. Mais pour ça, il aurait fallu faire d'Acacius le principal antagoniste du film. C'est une direction narrative qui aurait rappelé G1 sans le plagier. Maximus devait allier sa volonté à son devoir, alors que Lucius aurait eu à choisir entre sa propre volonté et ce qu'il avait compris du rêve de Marc Aurèle. Sa motivation première, la vengeance contre l'avenir de Rome. Ça en aurait fait un personnage archi tourmenté. Ça aurait pu créer une tension folle jusqu'à l'affrontement entre Lucius et Acacius. Si le scénario avait pris cette direction, on aurait eu une relation protagoniste-antagoniste bien plus profonde. Et en parlant d'antagoniste, j'ai un problème avec les deux empereurs, Geta et Caracalla. Je trouve que ce sont des caricatures de cruauté et de pouvoir. Dans G1, Commode avait ce mérite d'avoir ses propres démons. Ça le rendait complexe, détestable, mais paradoxalement assez attachant dans sa souffrance et sa jalousie. C'était un personnage qui voulait juste être aimé par tous ceux qui aimaient Maximus. Lucilla, Lucius, Marc Aurèle, Rome. Là, t'as deux gars, dont l'un a un singe. Fait historique ou fantaisie de Tonton Scott, on ne saura jamais. Mais en tout cas, t'as deux gars qui ne sont pas des personnalités marquantes pour les bonnes raisons, selon moi. On a juste envie de les voir se faire soulever. Et je dois admettre que c'est assez jouissif quand ça arrive. Là où ils sont réussis, c'est dans le fait qu'ils sont les deux arbres qui cachent la forêt. Et oh, quelle forêt! Denzel! Too much. Le rôle que campe Denzel, c'est celui de Macrinus, l'homme qui achète Lucius comme esclave pour en faire un gladiateur. Ouais, je sais, là aussi, il y a du forcing sur la redite. Mais ça reste intéressant. Parce que même si à première vue, son personnage a le même rôle que Proximo, il prend une trajectoire très différente et c'est plutôt bien amené. Macrinus dévoile ses cartes au fil de l'intrigue. On se rend compte, au fur et à mesure, que c'est un putain de conspirateur. Surtout avec le jeu ultra charismatique de Denzel Washington qui carry le rôle et l'intrigue comme jamais. C'est simple, c'est son personnage de flic véreux dans Training Day, mais dans un péplum. C'est inattendu et ça fonctionne super bien. King Kong ain't got shit on me! Tout ça c'est bien beau, mais au final, qu'est-ce qu'on en dit de Gladiator 2? Escroquerie ou génie? Eh ben je dirais que ça dépend essentiellement de ce que tu attends du film en allant le voir. G2 en tant que suite, j'y crois pas. C'est beaucoup trop ressemblant à G1. Ça m'a empêché de me projeter dans l'histoire en tant que suite à proprement parler. Et c'est une vraie déception pour moi de ce point de vue-là, parce que je crois plutôt que G2 n'est autre que G1 avec le savoir-faire, la technique, l'imagination du Ridley Scott de 2024. Tu sens que Tonton Scott a voulu mettre des choses en plus sur un matériau d'origine qui était déjà plus que satisfaisant. Est-ce que c'était nécessaire? Pas vraiment. Est-ce que c'est bien réalisé? Globalement oui, même si tu sens qu'il y a des pistes qui auraient pu être explorées pour en faire quelque chose d'unique. Ça ressemble donc beaucoup plus à un hommage qu'à une suite à proprement parler. Mais si t'y vas pour la nostalgie, alors oui, c'est un hommage réussi. Parce que même s'il y a des maladresses dans l'articulation du scénario, même si l'histoire avait les moyens d'aller beaucoup plus loin, j'ai passé un excellent moment. Les interprétations de Pedro Pascal, Denzel Washington et Paul Mescal sont juste impeccables. Gros point fort sur la rage de Lucius qui m'a transporté du début à la fin du film. Pour finir, je dirais ceci. Tel qu'il existe aujourd'hui, c'est difficile pour G2 de sortir son épingle du jeu. S'il avait été le seul et unique gladiator, il aurait eu un impact bien plus fort. Mais il vit dans l'ombre d'un grand frère qui faisait déjà très bien le taf en 2000 et le fait encore très bien en 2024. N'hésite pas à me donner tes impressions en commentaire, à activer la cloche pour être informé des dernières analyses et à t'abonner pour faire partie du gang. D'ici là, prends soin de toi. My nigga.